L'échec, il fait mal, mais il fait du bien parce qu'il va y avoir un apprentissage derrière. Tu ne pourras pas contrôler la critique, tu ne pourras pas contrôler ce que les autres vont penser de toi. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi, qu'est-ce que tu as envie de montrer aux autres dans tes séances de coaching, sur les réseaux sociaux. Montre cette partie d'amour de soi. Première journée où je suis arrivé, j'ai vite compris que mon esprit ne serait pas le même en sortant. Pourquoi ? Parce que on te confronte tellement à la réalité, à la dureté du terrain. En fait, tu n'as pas le choix. Et donc la posture du soldat, c'est que des fois, dans la vie, tu n'as pas le choix. Ton blocage, il faut que tu le dépasses. La confiance en soi, en fait, elle n'existe pas en réalité. Si demain tu perds tout, je t'enlève tout, je t'enlève tout, Movit, tout, je t'enlève les formations, je t'enlève ta voiture, ta maison, tout ce que tu possèdes, même tes fringues. Le seul truc qui va te rester dans la vie, c'est quoi ? Bonjour, je suis Alexandre Antonienko, auteur, conférencier professionnel et fondateur de l'Institut Alpha. Je suis depuis plus de 10 ans dans l'accompagnement humain. Je me suis intéressé notamment et spécialisé dans les neurosciences cognitives et comportementales. Et aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler de la nature de l'esprit, de la posture de l'esprit, et on va rendre ça passionnant. Alexandre, bonjour. Salut à toi, Mehdi. Content de te retrouver dans ce podcast. Je suis ravi d'être Ça là. fait plaisir et ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Donc, je suis ravi de t'inviter à nouveau. Et il y a plein de sujets à aborder. Bah ouais, finalement, on pourrait faire des tas de podcasts. Ouais. Mais je pense que ce sujet-là, quand même, il va être vraiment bien. Il va être cool, ouais. Il va être très cool. T'es papa ? Ouais. Je suis papa. 2 enfants, ouais. Ouais, moi j'en ai qu'un. Ouais. Un, c'est bien déjà. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Peut-être un deuxième un jour, je sais pas. Ah. Ça serait cool. Ça serait top. Ça serait top. Ça t'a pas échappé du coup, moi, donc, j'ai un enfant de 7 ans et l'éducation, c'est quelque chose d'important. Je pense que pour toi aussi, c'est quelque chose d'important. Ouais. Est-ce que tu penses, et quels sont les outils, à ton avis, que je pourrais mettre en place pour lui forger un état d'esprit assez solide pour affronter le monde de demain ? Alors effectivement, l'éducation, c'est un point qui est fondamental parce que tout se joue jusqu'à l'âge de 7 ans. Alors ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que de 0 à 7 ans, un enfant, quel qu'il soit, quelle que soit la nature de son lieu de vie, de son cadre de vie, entre 0 et 7 ans, son cerveau fonctionne avec ce qu'on appelle un mode de fonctionnement θ, c'est-à-dire que c'est des ondes cérébrales particulières qui font que le cerveau de l'enfant, il est sous état d'hypnose. Donc ça, c'est une nature scientifiquement prouvée, c'est que l'enfant, il est incapable de filtrer quelle que soit l'information que tu lui donnes, il n'est pas capable de la filtrer. Donc déjà, étape numéro 1, c'est que tout ce que tu vas lui donner comme information à travers ton comportement, ton attitude, tes émotions, tes réactions, ce qu'il va voir à la télévision, tout n'est aucunement filtré. Okay ? Donc, ce cerveau sous hypnose, il a une capacité d'apprentissage absolument infinie, parce que l'état d'hypnose, c'est évidemment un état où moi, que je pratique aussi en séance, en cabinet, quand j'accompagne des clients. C'est un état qui est juste incroyable. Mais pour l'enfant, ça peut aussi avoir des états négatifs dans le sens où qu'est-ce que tu vas lui apprendre ? Donc pour forger cet esprit de l'enfant, il faut bien comprendre déjà cette première étape. 1, de filtrer toutes les informations qu'il n'a pas à entendre. Quand je vois des enfants manger devant des informations, quand je vois des enfants qui regardent Squid Game à 6 ou 7 ans, va pas chercher plus loin. Ce que tu es en train de forger dans son esprit, c'est quoi ? La violence, le sang, le meurtre, tu vois. Quand tu es incapable d'être conscient de cette réalité, ne cherche pas à aller plus loin dans le fonctionnement de son esprit. Tu sauras pourquoi, après derrière, il va avoir des comportements biaisés. Donc, étape numéro 1, c'est toutes les informations qu'il reçoit. Étape numéro 2, sa seule façon à lui de forger son esprit dans un premier temps, c'est quoi ? C'est de t'observer et de te modéliser. Donc, si tu veux forger l'esprit de l'enfant, c'est d'abord en toi surveillant ta posture de l'esprit, ta posture physique et ta posture émotionnelle. Comment est-ce que toi tu fonctionnes ? Observe-toi. Prends le temps de faire ce qu'on appelle la métacognition, tu prends un pas de recul et tu te regardes par rapport à lui-même. Moi, j'ai fait des tas d'erreurs et je parle à tout le monde, on fera tous des erreurs. S'il y en a qui vont avoir des enfants ou s'il y en a qui ont des enfants, l'étape fondamentale, c'est qu'on fait tous des erreurs. Par contre, il faut être capable de faire un pas de recul sur ces erreurs. Si ces erreurs t'apprennent à être un meilleur éducateur, là, bingo. Parce que tu vas dire, ok, là, je me suis mis en colère, j'aurais pas dû. La prochaine fois, je vais agir différemment. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas comme ça tout de suite. C'est qu'il faut un peu de répétition. L'enfant, il va être programmé, et on est tous programmés de 0 à 7 ans, par la répétition. Et c'est cette répétition qui compte. C'est que tant pis que tu t'es foiré une première fois, mais répète autrement. Répète. Répéter, c'est éduquer. Okay, donc 1, les informations. 2, l'attitude, la posture, la modélisation. Et 3,
Cette idée de toujours être dans la répétition positive et la répétition. Tu sais que je suis entrepreneur, ça aussi, ça t'a pas échappé. Non plus, ouais. Avec tout ce qui va avec. Avec tout ce qui va avec, effectivement. Et du coup, je me posais cette question, est-ce que tu penses que on est entrepreneur ou on le devient? On le forge? Il y a une distinction à faire par rapport à ça. L'éducation va jouer pour beaucoup. L'éducation que tu vas avoir, si tes parents sont entrepreneurs, forcément tu vas forger un esprit d'entrepreneur. Ça ne veut pas dire que tu deviendras entrepreneur. Ça veut dire que ton esprit aura été modélisé, ce sera modélisé par rapport à des parents qui sont dans la capacité de résilience, trouver des solutions, innovation, bref, tout ce qui est en lien avec l'entrepreneuriat. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que notre esprit, il fonctionne un peu comme un miroir. En fait, si tu veux vraiment une représentation visuelle, imaginaire de l'esprit, tu prends un miroir. D'un côté du miroir, il y a l'inconscient, et de l'autre côté, il y a le conscient. Il y a ce que tu es conscient de ton environnement. Et donc l'esprit va refléter comme ça une réalité. Et chacun de nous a notre propre miroir, avec notre propre reflet par rapport à la réalité. Ce qu'on sait grâce aux études aujourd'hui, c'est que dans cet inconscient qui est le nôtre, dans la partie inconsciente de nous-mêmes, il y a des préprogrammations. Il y a des programmes avec lesquels tu viens avec à la naissance. Et ça, toi, en tant qu'éducateur, tu n'as aucune influence dessus. Les émotions primaires, par exemple, elles sont préprogrammées dans l'esprit. Il y a aussi des talents innés. Tu viens avec certains talents qui sont préprogrammés. Un peu comme si le constructeur, appelle-le comme tu veux, il avait dit, ben voilà, toi Mehdi, ou toi le fils de Mehdi, ben tu as tel talent qui est préprogrammé. Si ce talent te sert à l'entrepreneuriat, alors peut-être qu'effectivement tu feras entrepreneur. Mais là-dessus, tu n'as aucun pouvoir. Alors ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher ce talent dans l'esprit. Il y a plein de méthodes pour ça, mais ça se fait plutôt à l'âge adulte, mais il y a des tests et tout. Mais donc il va y avoir d'un côté, toi, ce que tu vas modéliser, qui va montrer naturellement à l'enfant ce que c'est qu'être entrepreneur. Deux, ce qui est préprogrammé et dont tu ne pourras pas changer, qui va montrer ça. Et dans ces préprogrammations, il y a aussi des valeurs. Si tu es entrepreneur, c'est que tu as une valeur forte de liberté, peut-être de courage. Il y a des valeurs chez toi et dans lesquelles je me reconnais. C'est pour ça qu'on a travaillé ensemble et que tu m'as accompagné aussi beaucoup. C'est parce que je me reconnais dans tes valeurs. Ces valeurs, tu ne les as pas apprises. Tu t'es venu avec. Et si tu es entrepreneur, c'est parce que tu as une valeur de liberté tellement forte qu'elle te booste, qu'elle te pousse à être entrepreneur. Vrai ou pas? Et c'est pareil pour moi. Mais ça ne veut pas dire que ton fils aura les mêmes valeurs que toi. Peut-être que lui, il aura une valeur de sécurité et qu'il faudra qu'il comble cette sécurité et qu'être entrepreneur, ce ne sera peut-être pas bon pour lui. Mais ça ne t'empêchera pas, toi au quotidien, parce que tu montres, de lui forger cet esprit de voilà, c'est ça, être entrepreneur, c'est aussi parfois je pleure et je te le montre. Voilà comment je rebondis, voilà ce que je fais de l'échec. Et tout ça, c'est de la communication, c'est de la répétition. Top. L'éducation est hyper importante de 0 à 7 ans. Les enfants miment beaucoup. Moi, j'en suis vachement conscient. Est-ce que tu penses, pour toi, qu'il n'y a pas des dérives invisibles de l'esprit moderne? Alors là, on va au-delà de l'éducation. D'abord, pour répondre à la première question, enfin la première partie, c'est qu'effectivement, l'esprit humain, il est quand même assez bien fait. Dans l'idée qu'il y a dans cet esprit une partie qu'on appelle consciente, okay. Dans l'enfance un peu moins, à partir de 7 ans, quand ton fils ou quand les enfants commencent à avoir l'âge de raison, ils rentrent dans cette partie plus consciente. Ils sont plus conscients de ce qui est juste, pas juste, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Ils sont capables, à l'âge de raison, de commencer à interagir plus facilement, en tout cas avec plus de justesse dans l'environnement. La partie inconsciente, elle est réceptive. Donc de 0 à 7 ans, elle va recevoir toutes les informations sans filtre. Donc oui, effectivement, l'éducation, elle est importante à cet âge-là. Par contre, pour la suite, effectivement, il va y avoir des dérives dont tu parles. Des dérives qui vont faire que, à ce moment-là, on va utiliser l'esprit de manière non consciente, en tout cas pas suffisamment consciente. Et il y a, selon moi, 2 grandes dérives. La première grande dérive, c'est tout ce qui va être en lien avec l'oisiveté et la distraction. Plus tu vas être dans la distraction, dans le plaisir immédiat, dans toujours, pas forcément jamais faire d'effort, en tout cas toujours être dans quelque chose de la facilité, et plus ton esprit va doucement commencer à dériver dans quelque chose qui est la déconstruction, justement, de ce miroir fort, puissant, de ton reflet vers l'environnement. Donc l'esprit, il faut savoir que la grande dérive, c'est de comprendre qu'à partir de l'âge de raison, l'enfant, ou plus tard l'adulte, il a 2 possibilités. C'est quand l'âge de raison? On parle de 8-9 ans. À 8-9 ans, je commence à comprendre le bien, le mal et autres. À partir de là, je vais commencer à raisonner et j'ai mon mental, qui est un peu un outil de l'esprit, qui va fonctionner et qui va commencer
me faire raisonner, me faire réfléchir. Bon, à partir de là, les distractions, elles arrivent. Et l'esprit, il fonctionne comme un miroir. Il va refléter ta réalité. Si ton miroir, tu l'entretiens avec de l'information pertinente, avec le goût de l'effort, avec des choses qui vont construire ton miroir, solidifier ton miroir, le reflet que tu vas avoir de la réalité, il sera complètement différent que si tu te laisses aller, qui est la plus grande forme de distraction, c'est le laisser aller. Et bien ton miroir, il va se déconstruire et les reflets que tu vas avoir dans ta réalité, ils vont être biaisés et tu vas avoir des expériences, des relations compliquées. C'est vraiment à comprendre. Enfin, à mon sens, comprendre ce principe du miroir de l'esprit, c'est fondamental. Parce que toutes les traditions, toutes les cultures d'avant t'expliquent que l'esprit, soit il se construit, soit il se détruit. Il n'y a pas de phase plateau. Donc, distraction, forcément, et plaisir immédiat, tu déconstruis. Maintenant, quand tu vas de l'avant, quand tu prends des risques, quand tu te challenges, quand tu apprends, quand tu te mets toujours dans l'investissement personnel, tu construis ton esprit, tu construis ton miroir. Et c'est aussi une des fonctions principales de cette notion de l'apprentissage après. Hop, 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 tu aimes ce que tu es en train d'écouter, alors n'oublie pas de mettre un petit pouce, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochains épisodes et surtout de t'abonner. Tu sais, les enfants en ce moment, les adultes ont du mal à les occuper. On a toujours besoin de les mettre dans l'activité, on culpabilise quand on fait pas grand-chose avec eux. Et alors que moi, j'ai souvenir de mon enfance, je passais beaucoup de temps à ne rien faire. Et ça faisait beaucoup travailler mon esprit, ça développait mon imagination. Je m'inventais des jeux avec pas grand-chose. Je pouvais jouer avec un bâton et un trou de terre dans mon jardin pendant 2 heures, 3 heures, une après-midi entière. Est-ce que les enfants aujourd'hui ne manquent pas de ça? Je finirais en disant que je le vois moi chez certains adultes, le manque de curiosité est quand même croissant. Les gens manquent de curiosité, mais ils manquent aussi d'esprit créatif. Est-ce que ça vient pas de l'enfance? Ça vient de cette société moderne qui a mis à profit la digitalisation au détriment de l'imagination. En gros, aujourd'hui, tu l'as dit à juste titre, quand t'es parent, t'es déjà surchargé d'informations, t'es surchargé parfois de travail, bref, t'es tout le temps surchargé. Et l'enfant qui, lui, est en demande par rapport à toi, t'as souvent pas le temps de répondre à ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu vas lui mettre un petit écran, tu vas faire en sorte qu'il puisse s'occuper à sa manière. Et comme tu l'as dit, nous, à l'époque, à notre génération, on n'avait pas les écrans. Donc on était obligé de basculer dans quelque chose qui était l'imaginaire. On a construit dans notre esprit une des plus grandes fonctions de l'esprit et qui permet justement à ta conscience de communiquer avec l'inconscient. Donc lui, je rappelle, il est réceptif. L'imagination, elle va construire des schémas inconscients dans ton esprit. Et donc c'est un des plus grands pouvoirs d'esprit. Il y a certains auteurs qui disent que l'imaginaire, c'est le plus grand pouvoir que Dieu t'ait donné. Okay, bon, aujourd'hui, c'est remplacé par le digital. Donc en fait, on te donne de l'imaginaire tout cru. Tu ne le construis pas, on te le donne. Donc par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'es plus capable de construire un imaginaire. Et ça va créer quoi? Ça va créer une dissonance entre cette partie de toi consciente, ton environnement, et cet inconscient qui a un pouvoir infini, et qui a besoin de cet imaginaire. Il a besoin de comprendre comment tu vois les choses, comment tu vois la réalité. Cet imaginaire, c'est un des plus grands pouvoirs pour moi, justement de l'esprit. Et on doit apprendre en tant que parent à laisser cette porte ouverte avec l'enfant, avec l'imaginaire. Comment? Raconter des histoires, le plonger dans l'imaginaire le plus possible. Oui, ça demande du temps, mais si l'écran vient remplacer cet imaginaire, forcément, ça va poser problème, quoi. Ok, bon, je trouve ça très pertinent et c'est déjà des choses que je mets en place, notamment à travers les livres. Ouais. C'est la base, hein, en fait. Le livre, c'est l'outil qui était absolu pour l'imagination de l'enfant. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est remplacé par le digital. Du tout cru, quoi. Ouais. Ouais, donc je le fais avec les livres, je le fais, parfois il me dit « Papa, je m'ennuie » et je lui dis « C'est très bien ». Et pour lui, je sais qu'il y a un laps de temps d'un quart d'heure, 20 minutes, où il revient systématiquement vers moi pour que je sois là, je lui trouve les solutions. Bon, je m'ennuie, trouve-moi une solution pour plus que je m'ennuie, il faut que j'occupe mon esprit. Et donc, son esprit est en demande, mais... Et en fait, c'est pas tant l'esprit, c'est le mental, cette partie de l'esprit dont j'ai parlé, qui est la partie du raisonnement, de la pensée. Ce mental, il ne t'appartient pas.
L'esprit t'appartient dans le sens où c'est ton propre miroir. Toi et moi, on n'a pas le même esprit, on n'a pas la même construction du miroir. Tu as tes propres tâches sur ton miroir, tu as ta propre façon de refléter la réalité. Chacun de nous, on a un esprit unique. C'est ce qui rend l'esprit magique. Par-dessus ça, il y a le mental. Là, le mental, il est collectif. Donc ça tourne tout le temps, on a tout le temps besoin de réfléchir, de penser et autres. Et c'est ce mental qui vient biaiser justement les grandes capacités de l'esprit. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on doit à la fois être capable de construire la posture de l'esprit, mais aussi être capable de canaliser, de calmer le mental. Et ça, c'est difficile aujourd'hui, parce que tous les outils, toute la surinformation vient justement sans cesse nourrir le mental, et donc ça tourne, et on n'est plus capable de, comme tu l'as dit, de plonger dans quelque chose qui est l'imaginaire, de se laisser porter, ne serait-ce que la méditation. Enfin, je veux dire, c'est un des grands principes aussi de canalisation du mental, et c'est difficile, parce que ça tourne. Alors, selon toi, c'est quoi les outils qu'il faudrait mettre en place pour construire, dès la plus jeune enfance, en fait, un esprit, un cerveau, qui fonctionne correctement pour réussir à appréhender le monde de demain? La première étape, c'est que si tu veux un changement quel qu'il soit, il faut mettre de la conscience. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre conscience de comment moi je fonctionne. Mes enfants, j'ai toujours eu avec eux un discours qui était « comprends comment toi tu fonctionnes ». J'ai mon propre fonctionnement, mais il y a ce qu'on appelle des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est que tu as un cerveau. Ton cerveau, il te permet d'interagir avec l'environnement, et ce cerveau, il est, entre guillemets, je dis bien, connecté à l'esprit. L'esprit humain, c'est donc le miroir. Ce miroir, donc première étape, je parle vraiment de la conscience de soi. Ce miroir, donc, en fonction de tout ce que tu as expérimenté dans ta vie, dans ton enfance, il y a des tâches sur le miroir, et moi j'apprends à mes enfants à reconnaître ces tâches. Qu'est-ce qui vient biaiser la perception que moi je vais avoir d'une situation? C'est quoi la tâche en fait? Tu me parlais tout à l'heure des plus grandes dérives, et on peut parler des blocages, hein. C'est que sur ces blocages dont je parle, c'est les tâches. Donc première étape, c'est identifier c'est quoi mes tâches. Pour identifier c'est quoi mes tâches, c'est quoi mes blocages, la seule façon de le faire, c'est de reconnaître quels sont les états internes qui te déconstruisent, qui te pèsent, qui sont désagréables. Quand un état interne il est désagréable, que ce soit de la colère, de l'agacement, que ce soit de la lourdeur d'âme, ce que tu veux. Quand ton état interne face à une situation elle te pèse, c'est qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui vient refléter ta réalité qui n'est pas suffisamment travaillé dans tes fameux crampons. Tu peux donner des exemples par rapport on se connaît, donc tu peux donner un exemple très simple. Ouais. J'ai un ami, il a une tâche sur son miroir de l'esprit qui est « tous les barbus, c'est des cons ». Donc moi, la première fois que je le rencontre, il me dit « de toute façon, laisse tomber, j'ai vu ton caméraman et tout machin, l'autre fois, j'avais fait une vidéo, on voyait le backstage, tout ça ». Et le gars me dit « putain, ouais, ton mec c'est un barbu, je suis sûr que c'est un gros con ». Donc lui, dans son inconscient, par répétition d'expérience, il a assimilé une tâche, une croyance, un blocage qui est « tous les barbus sont des cons ». Forcément, ça te limite dans tes comportements, parce qu'à chaque fois que tu vois un barbu... Ouais. Pour la petite histoire, un jour, on est en soirée réseau. On est tous les deux en train de faire du réseau. L'objectif d'une soirée réseau, c'est quand même d'aller voir les entrepreneurs avec toi et de leur dire ce que tu fais et de leur expliquer ton business et d'avancer, quoi. Et là, débarque forcément, dans la soirée, un barbu. Le gars débarque, et mon pote, il est dans un premier cercle de l'esprit, qu'on appelle donc la posture, qui est « les barbus sont tous des cons ». Tu me suis? Ouais. En une fraction de seconde, son cerveau voit le barbu débarquer, il passe dans un second cercle, qui est le cercle de l'état interne dont je parle, qui est état négatif. Oh putain, il y a un... Et tu le vois sur son corps. Sa posture, elle se referme, tu vois qu'il est plus en défensive et tout. Le gars vient nous parler. Mon pote, il passe dans un troisième cercle. On fait tout ça, avec nos blocages. Troisième cercle, le cercle des comportements. Il va fermer sa posture, il va rentrer son cœur, il va commencer à faire... Ouais, il va parler mal, il va répondre d'un ton sec. Tous ces comportements vont commencer à changer. En face, le barbu qui voit ça. Modélisation. On fait tous de la modélisation. On a tous des neurones miroirs. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se dit, c'est quoi ce connard là? Donc il fait pareil. Il répond sèchement, il parle mal, et puis au bout de 10 minutes, il se casse. Et mon pote, il passe dans un quatrième cercle, qui est le cercle des résultats. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, bah, tu vois, j'avais raison, tous les barbus, c'est tous des cons. Tu vois, ça là, on le fait tous. À partir de l'âge de raison, toutes tes tâches de l'esprit, elles ont été construites, on appelle ça des croyances. Croyances limitantes.
Parce que ton père, ta mère, ils t'ont répété des trucs, ils t'ont dit attention, l'argent c'est sale, pars pas aux étrangers, ah, les barbus, ah, les arabes, on a tous plein de petites tâches de merde sur l'esprit de l'individu, et du coup, notre reflet de la réalité, il n'est pas le même. Moi, quand je parle à un barbu, j'ai pas cette tâche. Donc du coup, je suis ouvert, tout machin, et mon cercle de résultats, il n'est pas le même. Donc l'objectif, c'est de reconnaître quelles sont les tâches que tu as dans ta posture d'esprit. Pour ça, c'est quoi tes états internes? Quand tu vois quelqu'un, quand tu as une émotion négative, alors on ne dit pas négative, on dit désagréable. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ton esprit il est en train de se raconter une histoire. Il est en train de te montrer que la tâche que tu es en train de faire refléter sur ta réalité, elle n'est pas bonne. Et tout le but de nos enfants et de l'apprentissage, c'est ok, ton émotion, elle n'est pas agréable. Ok, tu as un état interne qui est négatif par rapport à ton frère, par rapport à la maîtresse. Qu'est-ce que ça vient te dire dans ton esprit? Qu'est-ce que tu peux nuancer, remettre en question? Qu'est-ce que tu peux réapprendre à penser pour que ce soit différent? Et tu verras que, hop, ton cercle, il s'améliore. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des tâches de ton esprit, 80% des croyances que tu as, elles sont limitantes. 80%. 80% de ces croyances limitantes, elles te sont transmises par tes parents. T'imagines? Et 80% de ces croyances, elles sont inconscientes. Ça veut dire que la plupart du temps, tous ces mécanismes de cercle vicieux, là, t'en as même pas conscience. Et donc tu te dis, putain, je comprends pas, j'arrive pas. Mais ça veut dire simplement qu'il y a une tâche qu'il faut que tu apprennes à comprendre. Alors ça peut être de l'accompagnement, ça peut être de l'auto-analyse, mais en tout cas, la première étape, c'est prendre conscience de ça. Tu vois, tu me posais la question tout à l'heure. Première étape, prendre conscience de quels sont mes états internes et quelles sont mes croyances limitantes. Et ensuite, il y a deux grandes méthodes. Si tu veux construire un esprit solide, je pense que c'est ça ta question que tu m'avais posée tout à l'heure. Exactement. Il y a deux façons de construire un esprit solide, clair et puissant. La méthode du soldat et la méthode du sage. Il y a deux façons. L'esprit t'appartient et tu as tout pouvoir sur ton esprit. S'il y a bien une chose sur laquelle tu as un pouvoir dans la vie, c'est sur la posture d'esprit, de corps et d'émotion. Quand tu fais une séance de sport, que tu vas à la salle, la première chose que tu surveilles avec tes coachés, c'est la posture physique. Le mec, il fait un développé couché ou n'importe quoi et il est mal, il se tient mal, tu vas te faire mal, mec. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a plus de conscience. Mais la posture de l'esprit, c'est pareil. Et elle se travaille donc de deux façons. Posture du soldat. Quand j'ai été gendarme et que j'étais à Tulle en Corrèze, à l'école qu'on a faite presque ensemble. Presque ensemble. Presque. La première journée où je suis arrivé, j'ai vite compris que mon esprit ne serait pas le même en sortant. Pourquoi? Parce que on te confronte tellement à la réalité, à la dureté du terrain, à la mousson corrézienne. En fait, t'as pas le choix. Et donc la posture du soldat, c'est que des fois, dans la vie, t'as pas le choix. Ton blocage, il faut que tu le dépasses. Parce qu'à ce moment-là, sinon, entre guillemets, tu crèves, quoi. Donc la posture du soldat, c'est qu'il y a des personnes comme ça qui sont dans cette posture-là, et j'avoue que moi, je l'ai un peu. C'est que parfois, merde, en fait, je sens bien que je suis bloqué, dépasse ça, quoi. Mets-toi dans la posture de te confronter à ce qui te bloque. Challenge-toi, prends des risques, fais ce qu'il faut, mais sois le soldat de ton esprit. Et tu verras qu'en retour, tu vas apprendre des trucs et tu vas dépasser cette peur ou cette tâche. La deuxième pratique, c'est le sage. Auto-analyse, introspection. Ok, j'ai une croyance qui est « je suis pas à la hauteur, je suis pas capable ». Je me le dis en fait. La posture du sage, c'est être conscient de tout ce théâtre intérieur que tu as construit. Le théâtre intérieur, c'est toutes les tâches qui sont là et qui regarde, t'es pas assez ceci, t'es pas assez fort, t'as pas fait nana, et tout ce théâtre intérieur avec les personnages, avec les couleurs, tout ce que tu as construit depuis ton enfance, ça, c'est la posture du sage. C'est d'être capable de reconnaître ça, de mettre des noms dessus, des mots dessus, et d'être capable derrière de reprogrammer ça. Et la posture du sage, elle prend du temps. La posture du soldat, ça peut être immédiat. Tu peux changer ton esprit du tout au tout, mais c'est pas agréable. La posture du sage, elle est plus agréable, mais elle prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut de la répétition. Toutes tes tâches, elles ont été construites par la répétition. Ça a été répété, répété, répété. Haribo, voilà. Ça, c'est des matraquages publicitaires. Ils ont bien compris ce principe. C'est que pour que tu achètes, il faut que ton esprit soit programmé, conditionné. Tes parents, ils t'ont répété, répété. Et toutes les tâches, elles ont été construites par répétition. La seule façon de les enlever, c'est la répétition progressive. Je ne suis pas assez. Chaque jour, je développe les compétences pour. Et donc, tu vas reprogrammer ton cerveau en répétant des affirmations et en imaginant que tu es déjà ce personnage, parce que tu as parlé d'imagination et c'est fondamental. Si tu imagines et que tu répètes, au bout d'un certain temps, hop, tu commences à te reprogrammer. Mais il faut du temps et du rythme. Ok, donc c'est
Quand tu dis imaginer, c'est avoir une vision, se projeter dans ce qu'on a envie de devenir et se répéter autant de fois qu'il le faut qu'on est capable. Notre cerveau, il ne fait pas la différence entre une situation que tu imagines et une situation que tu vis. J'ai fait de la compétition sportive dans ma vie et notamment, j'ai eu la chance de faire de la compétition en danse aussi, danse sportive notamment. Et j'ai vite remarqué que les grands champions, eux, ils ne sont pas comme toi en train de t'entraîner à la dernière minute au bord de la piste ou au bord du terrain pour s'échauffer, machin. Eux, ils ont déjà fait l'échauffement bien avant toi. Ouais. Et 5 minutes avant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les yeux. Et eux, ils sont dans leur esprit en train de visualiser tout ce qui va se passer. Donc ça prouve bien que la prépa mentale, elle n'est pas là pour rien et que l'imagination, il a un pouvoir sur tout le reste. Donc effectivement, l'imagination, c'est le meilleur moyen de te reprogrammer. Mais par contre, ça demande du rythme. Ça va pas, c'est pas parce qu'une fois, tu vas imaginer que tu vas soulever, j'en sais rien, 120 kg en développé couché. Non, ça va demander de la rythmicité. Il faut que tu le fasses régulièrement et que tu te projettes, que tu prennes le temps de le faire. Ok, qu'est-ce que je veux devenir? C'est quoi la meilleure version de moi-même, en tout cas la version idéale de moi que je veux pour un futur proche? Et donc, comme tu le fais toi, et comme on a appris à le faire, l'imaginaire, il te sert à ça. Il sert à montrer à ton inconscient, qui est réceptif, voilà ce que je veux. Que, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais manifester dans ma réalité. Mais il faut de la répétition, de la répétition, de la répétition, de la répétition. Et la répétition, c'est l'excellence. On en a parlé souvent de ça, de la vision. Et j'ai découvert dans un podcast, et c'était pas le tien, mais j'ai découvert dans un podcast que j'avais cette faculté-là et que tu disais qu'il fallait s'entraîner pour l'avoir. Force est de constater qu'en écoutant ce podcast, j'ai compris que je l'avais. En fait, mon cousin, il disait tout le temps, Mehdi, toi, t'es un rêveur. C'est pour ça que t'arrives à faire des choses, parce que t'es tout le temps en train de rêver. Donc à l'école, on me disait, concentre-toi, regarde le tableau, arrête de rêver, parce que je passais mon temps à regarder dehors, tu vois. Et en fait, parce que je rêvais. Et en fait, tu vois, parce que tu parles de vision, moi, j'ai toujours eu des visions. Je sais où je vais, parce que je sais où... C'est une chance, en fait. J'arrive à me projeter en permanence. C'est une chance parce qu'il y a 4 niveaux, en fait, dans l'imaginaire. Le niveau 0, c'est ce qu'on appelle l'alexithymie. C'est l'incapacité totale à imaginer. Ça, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Tu leur demandes d'imaginer une pomme, impossible. Et donc là, ça veut dire que le seul moyen pour ces personnes-là d'activer l'esprit, ça va être de la répétition à travers le vocal, l'audio ou autre chose, quoi. Le second niveau, c'est l'image mentale. L'image mentale, c'est imagine une pomme verte, clac, ton esprit, hop, il a une pomme verte dans la tête. L'image mentale, elle mène à rien, en fait. Elle te mène à créer des concepts de ton environnement. Elle te permet de te représenter l'environnement. Au-delà de ça, il y a l'imagination. Si je te dis, cette pomme verte, elle est en train de conduire une voiture, tu es en train d'imaginer une pomme verte qui conduit. Déjà, pour certaines personnes, c'est déjà plus compliqué. Et plus loin, il y a la visualisation. Ça, c'est la dernière étape, c'est être capable de toi-même t'imaginer dans une scène, dans ce que moi je veux être, dans la conceptualisation de comment je vais être dans quelques années ou dans quelques mois. Et c'est ça qu'il faut apprendre à cultiver parce que à ce moment-là, tu informes ton inconscient de ce qui est important pour toi et de ce que tu veux construire. Et forcément, ça change toute la donne parce que tu vas avoir inconsciemment des postures différentes, une réflexion différente, une attitude différente. Moi, je visualise et c'est vrai que je suis même capable de dire chaque étape que je vais traverser pour arriver à mon objectif. Et par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que quand je sais que je dois atteindre un objectif et que j'arrive pas à visualiser les étapes, c'est là où je passe de très mauvais moments, j'angoisse beaucoup. En fait, quand j'arrive pas à me projeter, c'est là où ça va pas. Et du coup, alors, par contre, il y a un facteur un peu compliqué, c'est que j'ai du mal à vivre le moment présent parce que je suis tout le temps dans la projection. Ouais. Et que quand j'arrive pas à me projeter, comme tout pouvoir, il y a un côté sombre à tout pouvoir. C'est-à-dire que tout pouvoir que tu développes, il y a forcément son penchant négatif. Quand tu es trop dans l'imaginaire, tu n'es plus dans la réalité quelque part. Ouais. C'est un peu ce qui t'arrive entre guillemets, c'est-à-dire dans le sens où il faut trouver l'équilibre entre imagination et volonté. Et la volonté, tu l'as parce que tu as su, grâce au sport, grâce à ton passé, grâce à tout ce qui t'est arrivé, avoir cette volonté de soldat, de te surpasser, de sortir, d'être résilient, de sortir de tes états parfois négatifs. Mais parfois, effectivement, il est plus facile d'être dans l'imaginaire pour certaines personnes que d'être dans la volonté. Maintenant, les études en neurosciences ont bien montré que face
à la volonté, c'est quand même l'imaginaire qui l'emporte. Donc, il suffit de peu de volonté. Mais il suffit que ton imagination soit correcte. Maintenant, si tu as beaucoup de volonté, mais que tu passes ton temps dans ton théâtre intérieur à te raconter de la merde, et à te dire que ouais, ça ne sert à rien, il y a trop de coachs, il y a trop de ceci, il y a trop de cela, et puis de toute façon, l'environnement, il est compliqué, et puis en France, et puis forcément, ça là, ça va venir se refléter dans toute la volonté que tu vas avoir, et ça ne marchera pas. Donc, il faut trouver un peu ce juste équilibre entre action et imagination, et surtout dans être conscient, comme tu l'as dit, de peut-être pas trop d'imagination, mais la prochaine étape. Toi, tu es capable de faire toutes les étapes. Moi, je pense qu'une étape, ça suffit, voire deux, ça suffit. C'est quoi la prochaine étape de ce que moi, je veux pour moi? Bah, tu vois, dans tout ça, au début, je me projetais vachement loin et j'avais du mal à me projeter sur la première étape. Enfin, je voyais toujours loin et j'arrivais pas à découper les étapes. Aujourd'hui, j'arrive toujours à me projeter aussi loin, ça, il n'y a pas de problème. Nickel. On a déjà discuté et là, je suis dans une des étapes dans lesquelles sur lesquelles on avait déjà échangé. Mais c'est bon, là, j'arrive à... Un peu comme... je parle souvent de ça, je fais souvent ce parallèle avec le reportage que Inox Tag il a fait. Avant de monter l'Everest, il a fait plusieurs montagnes et il a été à l'Everest, c'était la dernière qu'il a fait. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est que créer ces étapes, au fur et à mesure. Il faut bien retenir que pour une construction de l'esprit solide et fiable dans le temps, c'est petit plus petit égale beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas appris, ni à l'école, ni nos parents, nous ont pas appris à cultiver la posture de l'esprit. Donc ça veut dire qu'on est vite emporté par le flot des notifications, du digital, on est emporté par la sursaturation d'informations. Cet esprit, c'est comme un muscle en fait. C'est-à-dire que si tu fais trop de reps, au bout d'un moment, ça marche plus. Ça sature là. Et l'esprit, c'est pareil, c'est que à la fois dans l'imaginaire et à la fois dans la réalité, donc dans le conscient ou dans l'inconscient, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu peux pas saturer quoi. Si tu satures d'un côté ou de l'autre, il y a un déséquilibre. Et tu vas te faire rattraper par ce qu'on appelle les forces de l'équilibrage naturel. C'est que burn-out, dépression, ce que tu veux. Donc tu vois, cette surstimulation de l'esprit en permanence, il faut apprendre aussi à la canaliser sur des choses qui parfois, comme tu l'as dit avec ton fils, sont la non-réflexion, le vide, l'ennui. Mais pas tout le temps. Si tu fais que ça, c'est pas bon. Donc en fait, l'esprit, c'est vraiment ça. C'est que tu as un miroir. Tu prends conscience de c'est quoi mes tâches en fait, c'est quoi mes blocages. On connaît plein de personnes, quand tu les entends parler, tu te dis mais attends, c'est rien en fait. C'est ce que toi, pour toi, c'est ça, c'est un blocage. Mais parce que toi, cette tâche-là, tu l'as déjà dégagée depuis longtemps. Et c'est ça qui est intéressant. C'est donc vraiment de comprendre, un, mes tâches. Deux, cette progression entre la volonté, les actions à mener et l'imaginaire. Qu'est-ce que je vois par rapport à tout ça? Déjà, ça fait deux grands principes de base qui sont vraiment importants. Et est-ce que je choisis la confrontation de soldat ou est-ce que je choisis la sagesse du sage quoi, et comment je me positionne par rapport à ça? Il y en a qui vont me dire, moi, soldat, bam, j'envoie. Je réfléchis pas, j'envoie. Ok, parfois ça marche moins. Des fois, il faut un peu de sagesse. Ma meilleure façon, c'est moi, j'aime bien les deux. Mais voilà, c'est vraiment une question d'équilibre dans l'esprit. C'est vraiment important de trouver son équilibre par rapport à tout ça. Tu disais tout à l'heure que les erreurs aussi que tu fais avec tes enfants, etc., dans l'éducation, tu apprends de tes excès de colère, etc. Moi, souvent, j'ai cette notion de je vais expliquer. Ok, là, j'ai eu un excès de colère. Ouais, tu peux. Est-ce que tu penses que c'est tu peux, mais c'est pas nécessaire. Si tu sens vraiment que l'enfant il a besoin d'avoir un pardon, enfin toi, excuse-moi, franchement voilà, j'ai débordé, parce que à ce moment-là c'est important, ok. Mais il y a des fois où c'est fait, tant pis. Par contre, la prochaine fois, si t'es pas capable de te réajuster, là il y a un problème. Parce que je l'ai fait pour pas que ce soit la normalité. Oui. Tu vois que ça lui semble être la normalité. Il faut juste pas que l'enfant s'imagine ou conçoive qu'il est, entre guillemets, dominant par rapport à toi. Si tu es sans cesse en train de le mettre sur un piédestal comme un enfant roi, là, son esprit, tu vas forger quelque chose qui est un positionnement grégaire négatif. Je m'explique. Non, mais... plutôt, moi, j'ai eu un excès de colère. Ouais. C'est pas la bonne réaction que j'aurais Parfait. pu avoir. Dans ce cas-là, excuse-moi, j'ai pas réagi. Tu as tort. Enfin, que tu as tort, il y avait une réaction à ma colère, mais ma réaction n'était pas la bonne. Ouais, parfait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais là, c'est parfait. Ok. Ça remet les... Mais ça a du sens, je veux dire, ça a du sens pour l'enfant malgré le fait qu'il vient de voir un excès de colère, etc., etc. Oui, parce que du coup, tu mets de la raison derrière. Vu que lui, je sais pas quel âge il a, mais s'il a déjà l'âge de raison et qu'il est capable de comprendre cette raison-là, ça vient renforcer ce raisonnement. Avant, il va pas comprendre.
avant 5-6 ans, tu vas lui dire excuse-moi, machin, moi j'ai vu que la colère quoi. J'ai pas le raisonnement pour comprendre. Voilà, ma question était là, c'est le après finalement, à ce moment-là, il n'a pas de raisonnement pour comprendre. Plus tard, c'est intéressant, mais à ce moment-là, il n'a pas le raisonnement. Non, voilà. Ah, s'il a le raisonnement, raisonne-le, explique-lui. S'il n'a pas le raisonnement, tu le prends dans les bras, tu le câlines, tu joues sur l'émotion. En fait, c'est vraiment, il faut bien comprendre, on n'en a pas parlé dans le podcast, mais ce qu'on appelle le syndrome des chevals. Le syndrome des chevals, c'est mon fils qui se balade dans la nature avec moi et on arrive au bord d'un parc, enfin au bord d'une clôture et il me dit « Oh là là, papa, t'as vu comment ils sont beaux ces chevals ?» Toi, en tant qu'adulte, tu vas dire « Non, alors écoute, c'est pas des chevals, c'est des chevaux. » Tu vas être dans le raisonnement. Mais lui, il a 5 ans, lui t'exprime une émotion. Donc la seule manière, toi, d'être modèle pour cet enfant et de le corriger, à ce moment-là, c'est de dire « Tiens, t'as trop raison, ils sont trop beaux ces chevaux. » Tu vois, j'ai utilisé son propre langage émotionnel. Et c'est pareil quand c'est toi qui réagis mal, c'est de ne pas utiliser un langage qui lui va pas comprendre. C'est de dire « Allez, pardonne-moi, on fait un câlin, nanana. » Là, il va comprendre. Mais la raison, ouais, c'est vraiment, il y a vraiment une bascule entre 8-9 ans, là. Moi, je l'ai vu. Hein. 8-9 ans, quand ils ont commencé à comprendre, en fait. Ils comprennent vite. Hein. Ouais, très très vite. Hein. Vraiment, c'est un truc. Après, ils comprennent vite, ouais. Et c'est pour ça que si tu expliques pas, eux, ils vont se faire leur propre raisonnement et c'est pas bon. Alex, on va faire un jeu. Are you ready for the game? Et les jeux pour l'apprentissage, c'est vraiment pas mal. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Le jeu, c'est que tu vas avoir 2 choix, d'accord ? 2 choix de réponse. Donc, croyance limitante par rapport aux phrases que je vais te dire. Donc, c'est soit croyance limitante, soit réalité stratégique. Ok. C'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon. Allez, on est parti pour le jeu. Et pour la première question, c'est si je me repose, je vais perdre le rythme et régresser. Ah, croyance limitante. Ah ouais ? Tu peux nous en dire plus ? En fait, le cerveau et l'esprit humain, il a besoin de repos pour être performant. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de... comme un balancier, quoi. Il y a les moments d'effort et les moments de repos. Et plus tu es capable d'être dans cet équilibre entre le repos productif, parce qu'évidemment, l'oisiveté, c'est autre chose. Et donc l'idée, c'est de toujours être capable de dire « Ok, je suis capable de me reposer parce qu'à ce moment-là, ton cerveau, il bascule dans un mode qu'on appelle le mode par défaut. » Et ce mode par défaut, les sciences ont découvert justement que c'est tout ce qui va te permettre de consolider la mémoire, de te connecter à l'intuition, d'être capable d'être plus résilient. Ton cerveau, il a besoin de ça. Il a besoin de ce mode par défaut. La seule manière d'avoir ce mode par défaut, c'est de prendre des temps de repos. Et malheureusement, je le vois encore en entreprise, on met des salles de repos, et quand une personne va se reposer, quand elle revient, qu'est-ce qu'on lui dit ? Ah ben non, t'as pris du temps pour te reposer. Donc en fait, croyance limitante. C'est vraiment le repos te rend productif, mais à condition effectivement d'avoir cette bascule entre productivité et repos. Ouais. Je dois toujours dire oui aux opportunités. Croyance limitante. Tout dépend, et j'ai écrit un bouquin là-dessus, qui s'appelle « Le cœur éveillé ». Tout dépend du ressenti que tu as par rapport à l'opportunité. Pour ma part, j'ai dit oui, et j'étais un peu le yes man pendant des années. J'ai dit oui à toutes les opportunités, même quand mon ressenti interne me disait « je la sens pas ». Ça a l'air super beau sur le papier. Tout ton esprit, enfin en tout cas, c'est plutôt le mental qui va résonner à ce moment-là, qui va dire « Ah putain, il y a du pognon à faire, ça peut être super et tout ». Super opportunité. Tu te mets dedans et tu te retrouves en collab avec des mecs qui mentent, qui te volent, parce que c'était mon cas, et comment tu te sors de là après derrière. Donc en fait, il y a des bonnes opportunités, il faut qu'elles soient toujours validées par ton ressenti interne. S'il y a un truc qui vient te dire en toi, là, ici, c'est pas clair, alors n'y va pas. Parce qu'à chaque fois que j'ai pas écouté, je me suis planté. 3e question, il faut souffrir pour mériter sa réussite. Croyance limitante. C'est marrant parce que mon père était comme ça. Mon père, un jour je lui pose la question, je lui dis « Papa, si tu avais une devise, ce serait quoi ?» Il m'a dit « Marche ou crève, la Légion étrangère ». Et en fait, il y a des programmations qui sont liées à notre éducation, encore une fois, qui vont te faire croire que plus tu fais d'efforts, plus tu es dans la souffrance, et plus tu es productif et plus tu réussis. C'est encore une fois une croyance, et c'est quelque chose qui va te maintenir dans un comportement qui fait que si tu n'en fais pas assez, si tu ne souffres pas, tu n'as pas les résultats, et tu seras tout le temps dans la culpabilité de ne pas souffrir. Donc l'idée, c'est que, oui, parfois la vie, elle va te mettre des situations où tu vas souffrir, parce qu'à ce moment-là, il va y avoir un apprentissage, tu vas forger ton esprit avec une expérience qui va être douloureuse, et ça va te rendre plus fort, mais c'est pas pour autant qu'il faut passer ta vie à croire que c'est en souffrant et en faisant des efforts que tu vas réussir.
Et moi, j'ai plein d'exemples que je pourrais citer, dans le sens où il y a des personnes qui sont capables aujourd'hui d'avoir des hauts niveaux de réussite avec plus d'intelligence que de croyance, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est une vraie croyance. 4e question. Je dois être productif tous les jours, sinon je stagne. Alors, croyance limitante, et pour autant réalité stratégique quand même. Là, je vais mettre une petite nuance parce que tu ne pourras pas être productif tous les jours. On en revient à la saturation, c'est-à-dire que pour être productif, il faut que tu traites de l'information, quelle qu'elle soit. Quand tu traites de l'information, ça te demande des coûts d'énergie. Ce coût d'énergie, c'est comme à la salle, c'est comme au sport, il est forcément limité dans le temps. Donc il y a de la récupération à avoir. Donc étape numéro 1, effectivement, croyance limitante, tous les jours tu ne pourras pas. Réalité quand même parce que, effectivement, il faut une certaine constance dans la vie. Moi j'appelle ça le rythme hypnotique. Si tu es capable de faire des efforts, entre guillemets, c'est-à-dire mettre en place de la volonté, même un petit peu tous les jours, alors tu peux avoir de grands résultats. Et effectivement, ce rythme hypnotique, c'est une loi de la physique qui explique que c'est cette régularité qui fait pousser les plantes, qui fait qu'il y a des cycles dans la nature. Tout est dans une forme de régularité. Et donc, si tu mets en place de la régularité dans ton attitude, dans tes comportements, dans ta posture, tu vas avoir des résultats qui vont être impressionnants. Régularité. Moi, pour les élèves chez Move It Academy, je leur dis tout le temps que dans leur entrepreneuriat, il faut tout le temps qu'ils soient en mouvement. Et qu'il y a des mouvements qui vont permettre de débloquer des situations. En fait, c'est mon expérience, donc je leur donne mon expérience. Moi, je suis tout le temps en mouvement. Et des fois, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai faites qui ne sont pas forcément utiles, mais ça m'a débloqué des situations parce que je ne suis pas resté là à stagner, à être oisif. Et ce mouvement permanent m'a permis d'avancer. Ouais, évidemment. Il faut un mouvement stratégique dans le sens où parfois, le mouvement, il vient aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que parfois, le mouvement, c'est l'imagination. Parfois, le mouvement, c'est juste prendre 5 minutes pour respirer, faire un peu de cohérence parce que tu es en train de voir que ton esprit s'agite et que tu ne trouves pas de solution. C'est une forme de mouvement aussi. Il y a le mouvement externe vers l'extérieur, que j'appelle la volonté. Et il y a le mouvement interne, qui va être l'introspection et qui va permettre aussi à ton corps, à ton esprit, de retrouver la bonne posture, quoi. Mais par contre, effectivement, oui. C'est comme l'eau. Si tu laisses de l'eau dans une bouteille, au bout d'une semaine, elle commence à croupir, quoi. Donc, alors que si tu l'agites simplement comme ça, que tu y mets un peu de mouvement, elle ne croupit pas. Donc ouais, le mouvement, c'est la base de la vie, ouais. 5e question. Je ne suis pas créatif, moi je suis logique. Réalité stratégique, pour le coup. Parce que, comme je l'ai dit, chaque individu il a son propre miroir, et chaque individu il va avoir ses propres capacités et ses propres talents. Et il y a des personnes comme ça qui vont être dans la stratégie, dans la capacité d'organiser, de modéliser, de mettre en place, et d'autres personnes vont avoir d'autres talents, d'autres prédispositions de l'esprit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'être capable de faire cette intelligence collective et d'appliquer dans une équipe, dans un groupe, ou quand tu es entrepreneur, quand tu sens que toi, tu n'as pas la créativité pour certaines choses. Et ben, cette capacité à aller déléguer, à aller chercher des personnes qui ont cette compétence, c'est aussi ça le but d'un entrepreneur. C'est de ne pas croire que tu peux tout faire tout seul. Moi, je vois bien qu'il y a des choses, quand je les fais, je me fais de la merde, quoi, et je prends du temps. Donc l'idée, c'est, ok, c'est pas dans mes compétences, il ne faut pas que je culpabilise pour ça. Et effectivement, la réalité stratégique, c'est de dire, chacun de nous, on a nos propres compétences, nos propres caractères, nos propres talents. Et du coup, il faut en créer un bien commun avec tout ça, quoi. 6e question. Quand c'est dur, c'est un signe que je suis sur la bonne voie. Croyance limitante et réalité stratégique, parce que, encore une fois, c'est à double tranchant. Parce que ça vient toucher quelque chose qui est la persévérance et l'entêtement. La persévérance, c'est qu'effectivement, parfois, certaines situations difficiles vont te permettre, quand elles sont dépassées, d'atteindre un autre niveau, surtout dans l'entrepreneuriat. Tu sais ce que c'est, toi, que d'avoir créé une entreprise comme Move It, avec tout ce que ça a été comme difficulté derrière, financière, relationnelle et compagnie. Et donc, il y a des difficultés, il y a des duretés dans l'entrepreneuriat ou dans la vie qui vont faire qu'effectivement, tu dois avoir la persévérance nécessaire pour aller au-delà. Parce que tu sais que derrière, ça a du sens. Par contre, si tu as des difficultés et que tu t'entêtes dans certaines difficultés alors que tu sais pertinemment que ce n'est pas la bonne solution, en tout cas, tu sens que ce n'est pas bon pour toi, il faut être capable de vraiment scanner les ressentis à ce moment-là, c'est qu'il faut que tu sentes que ça, c'est pas pour toi. Et que tu persistes, là, ça marche pas. À chaque fois que moi, je me suis dit, putain, là, il faut que je persiste parce que du coup, ça va être bon pour nous, et que c'était mon ego qui parlait et qui me disait parce que ça va me permettre d'être plus grand, d'être plus vu sur les réseaux. Et à chaque fois, je me suis planté, j'ai perdu des ronds et derrière, je l'ai regretté. Donc il y a la difficulté nécessaire
Et il y a la difficulté à éviter. Et ça, il faut avoir un peu d'intelligence, en tout cas de ressenti par rapport à ça, quoi. Faut bien se connaître. Ouais, il faut se connaître, il faut être capable de dire, bah, en fait, je sens que non, en fait. Je sens que c'est pas ma voix, c'est pas ça, quoi. Je peux faire autrement. Tu vois, c'est tout con, moi, l'autre fois, un logiciel. Je télécharge un logiciel que je paye. Mais pour le mettre en place, le truc, mais putain, un temps fou, quoi. J'ai pris la journée, je sentais que ça, un truc de mailing, un logiciel de mailing. Et tu vois, difficulté, et tu te dis, allez, je persiste, je vais y arriver. Et au bout d'un moment, tu te dis, c'est quoi? Je sens que ce truc, c'est pas pour moi. Le lendemain, je me lève, je trouve un truc, pam, en 2 secondes c'était fait, ça marchait aussi bien, c'était beaucoup moins cher. Voilà. J'aurais persisté, je me suis retrouvé avec un truc qui ne me correspondait pas. Ouais. 7e question. Je ne peux pas me permettre d'échouer, j'ai trop misé. Croyance limitante. Parce que de toute façon, et là je te parle en circonstance, là maintenant, à l'heure où je te parle, l'échec, il fait mal, mais il fait du bien parce qu'il va y avoir un apprentissage derrière. Donc en fait, souvent, on investit beaucoup, donc on a peur de l'échec. Ça fait partie d'une des grandes dérives de l'esprit, hein. C'est la peur d'échouer, la peur de perdre, la peur d'être mal vu, d'être critiqué. Notre esprit, il est capable comme ça d'avoir tout un tas de peurs qu'on appelle certains blocages aussi. Et je te parle vraiment en connaissance de cause parce qu'à l'heure actuelle, là, je suis en train de vivre un échec par rapport justement à la partie vraiment en formation de l'Institut. Et donc cet échec, il m'a appris plein de choses. Il m'a appris à gérer l'argent différemment, à prendre de nouvelles décisions. Donc oui, on investit beaucoup, sauf qu'il faut s'autoriser effectivement à vivre l'échec. Et quand il arrive, c'est pas agréable. Et il te fait perdre parfois beaucoup, beaucoup d'argent. Des fois des relations, des fois ton couple, des fois plein de choses. Par contre, derrière, l'apprentissage que tu vas avoir, il va être juste incomparable. Et le renforcement que tu vas vivre grâce à ça, à cet échec, qui va te faire perdre à tous les coups, eh ben, c'est une des plus grandes forces de ce que la vie est capable de t'apprendre. 8e question. Tant que j'ai pas confiance en moi, je dois rester dans l'ombre. Croyance très, très, très limitante. La confiance en soi, en fait, c'est un état interne qui est, encore une fois, induit par des pensées que tu vas avoir ou des croyances que tu vas maintenir. Donc en fait, la confiance en soi, elle n'existe pas, en réalité. Si demain, je te mets en face de quelque chose que tu as peur de réaliser, je vais être très gras dans ce que je vais dire, volontairement. Je prends ton fils et je lui mets un couteau sous la gorge. Là, bizarrement, ton niveau de confiance en soi, putain, il va être, boum, au taquet, tu vas faire la chose. Même si tu n'avais pas la confiance pour la faire, vrai ou pas? Ouais. Donc en fait, la confiance en soi, elle dépend du contexte. Et surtout du contexte dans lequel tu t'es foutu mentalement. Donc la confiance en soi, c'est juste un état interne qui va être nourri par la capacité à toi de maintenir dans ton esprit l'idée que de toute façon, tu n'auras jamais les bonnes ressources, les bonnes compétences. Quoi qu'il arrive, tu les auras jamais. Donc c'est de faire le plus petit pas, la plus petite action inspirante qui te permet d'aller vers ça. Donc cette confiance, c'est comme un compte en banque. Si je te file 1 000 €, tu vas avoir beaucoup de mal à investir 900 €. Si je te file 1 million d'euros, tu auras beaucoup plus de facilité à investir 100 000. Tu vois? Ben c'est ça la confiance en soi, c'est que c'est une idée subjective de toi-même par rapport à ton investissement dans l'action. Si tu sens que tu as les ressources, que tu vas les trouver, que tu as la foi envers toi, les autres, ce que la vie va t'amener, c'est une question de foi en fait. C'est j'ai foi en moi et en ce qui va se passer, donc j'agis et on verra bien. Mais si tu commences à mentaliser, bah, t'es foutu. Tu feras jamais rien. Donc croyance limitante. Ça n'existe pas la confiance. Alex, on va faire de la mise en pratique. Est-ce que Ok. tu es prêt? Ouais, je suis prêt, ouais. Tu conseillerais quoi à un coach sportif qui sent qu'il est bloqué dans sa tête alors qu'il a toutes les compétences? Bon, il y a une première étape, c'est d'identifier le blocage principal. C'est-à-dire que bloqué dans sa tête par rapport à quoi en fait? C'est toujours une question de contexte. Donc l'idée c'est, ok, je suis bloqué par rapport à quoi? Au démarchage, je suis bloqué au niveau de mon marketing. Est-ce que ce blocage, il est lié à un déclencheur interne? Est-ce que c'est moi et moi-même qui me raconte une histoire? Ou est-ce que c'est un déclencheur externe? J'ai pas les compétences, il faut que je trouve une personne. Donc il y a toujours un déclencheur qui soit interne, soit externe par rapport à un blocage. Donc déjà, c'est vraiment, clairement, j'identifie le blocage et le déclencheur. Ensuite, derrière, en termes d'application, il n'y a pas 50 solutions. Si c'est un blocage interne et que tu es en train de te raconter des histoires, étape numéro 1, répétition positive.
La répétition positive, c'est vraiment un des facteurs clés qui est que tu identifies ton blocage. Je te donne un exemple très simple en termes d'application. Moi, quand j'ai commencé à faire des conférences, le premier blocage que j'ai identifié, c'est « mais qui va s'intéresser à un mec comme moi ?» J'étais agriculteur avant, j'ai repris mes études en neurosciences, je suis devenu conférencier professionnel, mais qui va s'intéresser à un mec comme moi? Et cette phrase-là, pour te dire à quel point elle m'a bloqué, je faisais pas de conférences parce que je me disais « mais qui va s'intéresser à un mec comme moi ?» Tu vois, je suis pas docteur en neurosciences, machin. Cette phrase, elle m'a suivi pendant des années. Et un jour, j'ai dit « c'est quoi ?» J'ai dit « stop ». J'ai pris cette phrase-là, je l'ai transformée en « à partir de maintenant, je suis inspirant et j'ai toutes les ressources pour réussir. » Et cette phrase, je l'ai écrite sur un papier, je l'ai portée sur moi, et j'ai fait un truc très bête. À chaque fois que je prenais la voiture, je mettais pas la radio, je coupais la radio, et pendant 3 mois, tous les jours, je disais « à partir de maintenant, je suis inspirant et j'ai toutes les ressources pour réussir. À partir de maintenant, je suis inspirant et j'ai toutes les ressources pour réussir. » Quand tu prends ta voiture et que tu roules pendant 10 minutes, quand tu arrives au bout de 10 minutes au bureau, je peux te garantir que ton esprit, il n'a pas les mêmes idées qu'au début, quoi. Donc la répétition, c'est un truc mais de base, mais il faut qu'il y ait une progression. Okay, donc étape numéro 1, la répétition. Étape numéro 2, c'est que ton esprit conscient et ton esprit inconscient, ils communiquent à travers quelque chose qui est fondamental, c'est l'introspection, c'est ce qu'on appelle l'état de subjectivité intérieure. C'est quand tu pars à l'intérieur et que tu crées l'image, comme tu le fais toi au quotidien, l'image de comment tu te vois toi dans ce blocage. C'est quoi que tu choisis de voir et de visualiser. Et encore une fois, il faut le répéter. Donc vraiment, les 2 étapes, c'est répétition positive, c'est tout con, mais ça marche super bien. Et 2, c'est créer une image de toi, mentalement, qui dépasse ce blocage. Et surtout, quand tu t'endors le soir, c'est de construire cette image et de t'endormir avec. Parce que là, c'est 10 fois plus puissant, voire même 100 fois, 1000 fois plus puissant. C'est que tu emportes avec toi dans l'inconscient l'image de ce que toi, tu veux être là-dedans. Après, si c'est un déclencheur externe, il faut trouver la personne, la solution, trouver concrètement, matériellement parlant, ce qui va t'aider à déplacer ce blocage. Tu conseillerais quoi à un coach sportif qui pense justement, je vais te faire la phrase, « je ne suis pas fait pour vendre » ou « je ne suis pas assez bon ». Et encore une fois, on est sur une tâche au niveau de l'esprit qui vient limiter le comportement et qui vient biaiser la capacité à pleinement agir. En fait, ce qu'il faut savoir, on en revient toujours à cette idée de répétition, mais là, pour le coup, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui nous appartient. Soit on a vécu une expérience qui nous a fait croire qu'on n'avait pas la capacité, ou on n'est pas la bonne personne pour ça, on n'a pas les compétences. Soit ça nous a été éduqué par répétition, encore une fois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle des chapelets de neurones, en fait, des connexions entre neurones, qui vont comme ça induire tout un tas de pensées, tout un tas de concepts par rapport à toi-même. Et encore une fois, la seule façon pour un coach sportif de dépasser ça, c'est toujours la même chose, c'est j'identifie quel est le véritable problème. En gros, tu prends la pensée, j'ai pas les compétences pour. Ok, c'est quoi la première chose que ça t'évoque? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, et ça c'est super important, c'est que tout blocage, il intervient sur 3 niveaux. Soit c'est un rapport à moi-même, soit c'est un rapport aux autres, soit c'est un rapport à l'environnement. Moi, les autres, l'environnement. Moi, les autres, l'environnement. Ok, j'ai pas les compétences pour. Ok, c'est quoi la première chose que ça t'évoque? Quand tu penses à ça, ça t'évoque quoi? La première chose que ça t'évoque, c'est quoi? Ben, attends, mais moi, quand tu me dis ça, j'ai pas les compétences pour. Moi, je vois que les coachs me disent ça, je me dis, putain, c'est top. Il sait exactement les compétences qui lui manquent ou les compétences qu'il n'a pas assez. C'est cool. Bah, en fait, tu as parfaitement identifié. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que des fois, l'esprit il est un peu biaisé dans le sens où, des fois, tu vas te dire ça parce que tu as comparé tes compétences aux autres. Ah oui. Et la pire dérive au monde pour l'esprit et pour un coach sportif, ou pour tout entrepreneur, c'est, excuse-moi, cette putain de comparaison que l'on fait au quotidien en te disant, ouais, non, mais moi, par rapport à lui, par rapport à Mehdi, par rapport à un tel, j'ai pas les compétences, en fait. Et donc, encore une fois, c'est un gros bullshit dans le sens où là, c'est pas le rapport à toi, c'est le rapport aux autres. C'est pour ça que pose-toi toujours la question de « Attends, je suis en train de me raconter ça. C'est quoi la première chose que ça m'évoque ?» Le premier truc que ça m'évoque, c'est quoi? C'est que les autres sont meilleurs que moi. Ah, donc déjà, c'est pas toi le problème. C'est que tu es en train de visualiser, de projeter dans ton esprit quelque chose qui est « Les autres sont plus forts que moi. » Et donc, c'est ça qu'il faut changer. C'est ton regard et ta comparaison par rapport aux autres. Maintenant, si c'est « J'ai pas l'argent suffisant pour acquérir les compétences », alors là, c'est autre chose. C'est structurel.
Dans ce cas-là, trouve une solution matérielle et structurelle pour te permettre de. Donc, soit tu es en rapport à toi-même, et dans ce cas-là, répétition, imagination, visualisation, et tu répètes, bam, 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 tu matraques ton esprit sur « je vais y arriver quoi qu'il arrive ». Voilà. Il n'y a pas d'autre solution, et je garde la foi. Soit c'est les autres, et arrête de te comparer, arrête de regarder les réseaux sociaux, arrête de faire tout un tas de comparaisons sociales et compagnie, soit c'est l'environnement, et là c'est structurel. Trouve une solution matérielle, l'argent qu'il faut, je ne sais rien, mais agis là-dedans. Est-ce que se comparer, c'est pas aussi se permettre de réajuster le tir et d'améliorer son service ou ses compétences? Ouais, mais alors là-dessus, il y a un truc qui est très con dans le mental, c'est que le mental, il adore faire un truc, il adore te prendre et te tirer vers le bas. Tu vois, le mental, il est un peu chien pour ça, parce que comme il fonctionne tout seul, il y a toujours ce côté sombre, ce loup noir là, et ce loup blanc. Le loup blanc, il ouvre pas trop sa gueule. Le loup blanc, il va ouvrir sa gueule quand tu vas réussir un truc un peu sympa, tu vas, putain, franchement, je suis fier de moi, là, machin. Mais le loup noir, par contre, lui, il adore, parce qu'il bouffe bien, là, tu vois. Et au quotidien, il va créer ce qu'on appelle la comparaison descendante. Il y a la comparaison montante, en gros, c'est, ouah, je regarde un autre entrepreneur, un autre coach sportif, qui pour moi est un modèle de réussite. Ok, concrètement, qu'est-ce que je peux modéliser chez lui qui va me servir? Comparaison montante. Comparaison descendante, c'est putain, voilà, le mec, il a vachement d'avance par rapport à moi. Putain, lui, il a une équipe. Et hop, ça te tire vers le bas. Et cette comparaison descendante, malheureusement, je l'accompagne tous les jours. Moi, avec des entrepreneurs, avec des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, mais moi, par rapport à un tel... » Bullshit, en fait. Modèle potentiel. On a un protocole en thérapie cognitive, c'est ok, modèle potentiel. Qu'est-ce que tu observes chez cette personne qui te prouve qu'elle réussit? Ça. Ok. Il y a tel point, tel point, tel point. Prends un des 3 points sur lequel tu vas t'investir. En premier lieu. Movie Academy, Mehdi il a ouvert un truc, franchement c'est trop bien. Ok, trouve-moi 3 points qui t'inspirent. Sur lequel tu vas t'investir toi, petit à petit, et qui va te permettre toi de grandir. Et ça, c'est la comparaison positive. Si tu es capable de faire ça, ce que moi j'ai fait avec tous mes modèles, hein, j'ai pris mes modèles, je leur ai dit, putain, il y a la posture du gars, la façon de parler du mec, moi j'aimerais trop parler comme ça. Et non pas, ah, il parle trop bien, moi je suis une merde. Non, j'aimerais trop parler comme ça. Comment il fait? Il se tient droit, bam, il prend son micro comme ça, ok, je modélise. Et j'ai appris comme ça, moi, et j'ai construit comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu te rapproches de ça, cette putain de fierté que tu as après derrière, c'est ouf. Tu conseillerais quoi à un coach qui veut progresser, mais se sent paralysé à l'idée de se montrer? Là, l'estime de soi, c'est un grand sujet quand même. Parce que l'estime de soi, c'est ce qui va... Alors, en fait, l'estime de soi, si demain tu perds tout, demain je t'enlève tout, je t'enlève tout, Movie, tout, je t'enlève les formations, je t'enlève ta voiture, ta maison, tout ce que tu possèdes, même tes fringues. Le seul truc qui va te rester dans la vie, c'est quoi? C'est de l'estime que tu as pour toi. Et ce point-là, comme on n'apprend pas à le développer en conscience dans l'enfance, en gros, c'est je ne dépends pas du regard des autres ou de l'environnement extérieur pour être quelqu'un d'important. Comme on l'apprend pas, on a peur de se montrer. Parce qu'on a peur de se montrer dans le sens où, en fait, le problème, c'est pas la peur de se montrer. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va dire de moi si je me montre? Et c'est ça le vrai problème, c'est que l'estime de soi, elle se construit comme la confiance, et dont la confiance, d'ailleurs, fait partie de l'estime. L'estime de soi, elle se construit sur 3 piliers. L'amour que j'ai pour moi, qui dépend de rien. En gros, avant de te montrer, si tu as peur de te montrer, d'abord travaille sur, ok, qu'est-ce qui fait que moi je m'aime pour ce que je suis en fait? Quelles sont mes réussites, quels sont mes talents, quels sont mes défauts, mes fiertés? Qu'est-ce que j'aime chez moi? Qui s'est déjà posé la question de qu'est-ce que t'aimes chez toi? Qu'est-ce que t'aimes chez toi? Le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est quoi? Qu'est-ce que j'aime chez moi? Qu'est-ce que t'aimes montrer, toi, aux autres? Que tu trouves inspirant? Je sais pas, que je suis drôle. Voilà, ok. L'humour, ça peut être une grande force, tu vois. Et en fait, chacun de nous, on a ce travail à faire. C'est-à-dire que, quand moi j'ai commencé à faire des conférences, je me commençais à me montrer, quoi. Et j'ai montré quoi? Mes défauts, j'ai montré mes erreurs, j'ai montré aussi ce que j'étais capable de faire. Donc, l'amour de soi. 2, c'est l'image de moi-même. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il se passe un truc dans le cerveau qui est très intéressant. En psychologie, on t'en parle. C'est que si on a peur de se montrer, et je finis là-dessus par rapport à cette question, c'est que notre cerveau, il va créer une image. Écoute bien, comment c'est biaisé. Il crée une image de ce que toi, tu imagines de l'image que les autres ont de toi. Donc en fait, c'est un putain de décalage. Et tu te montres pas parce que tu es en train de t'imaginer que les autres vont avoir cette image de toi.
arrête. Donc en fait, soit tu décides de te montrer et de toute façon tu seras critiqué. Et à ce moment-là, il va te falloir reconnaître une seule chose. Ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne pourras pas contrôler la critique, tu ne pourras pas contrôler ce que les autres vont penser de toi. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi, qu'est-ce que tu as envie de montrer aux autres dans tes séances de coaching, sur les réseaux sociaux. Montre cette partie d'amour de soi, quoi. Tu conseillerais quoi à un coach sportif qui se compare en permanence sur les réseaux? Alors attends, je vais répondre, mais du coup, on en revient un peu à la question d'avant, mais... ce que je vais lui dire, c'est que il faut le faire avec prudence. Il faut le faire avec prudence parce que le problème des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est qu'on va pas te montrer la merde, quoi. On va pas te montrer les galères, on va pas te montrer tout ce qu'il a fallu traverser pour en arriver là. Et pire encore, on va te montrer du mensonge. Donc en fait, la comparaison déjà sociale, ton cerveau, il en a besoin. Le cerveau a besoin, c'est un organe social, le cerveau. Il a besoin d'être dans la modélisation, dans la comparaison, mais objective. Et les réseaux, c'est subjectif. Tu ne peux pas savoir si c'est vrai ou pas. Et comme ça vient jouer sur l'émotion, c'est pernicieux, parce que c'est pire que de la comparaison. C'est quelque chose qui vient dénaturer la posture que tu as en tant que coach. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu as l'émotion qui est « Oh là là, moi, j'arrive pas à faire ça, ou j'ai pas ci, ou j'ai pas ça », tu vas essayer de faire la même chose en séance ou avec tes clients, et ce ne sera pas toi. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as été nourri par du mensonge. Tu as été nourri par quelque chose qui veut juste faire quoi? Faire liker, faire du buzz, et c'est tout. Donc les réseaux sociaux, c'est hyper pernicieux. Je pense que vraiment, ça fait partie des points d'orgue en tant que coach sportif, en tant qu'entrepreneur en soi, ou en tant que toute personne qui doit, ou qui a cette volonté de se dire « Ok, moi, mon esprit, je trouve que c'est important. » Parce que ce miroir qui est le mien, il faut qu'il reflète quelque chose qui est inspirant. Aujourd'hui, moi, je te le dis et je te le redis encore, et je le dis à chaque fois même à Jérém, pour qu'il entende aussi, c'est que ce que vous faites à Move It, je trouve ça super inspirant parce que les coachs qui sortent de là, ils ont eu un parcours qui leur a montré que, ok, sur le terrain, ben, les gens, ils donnent de la confiance, quoi. Tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Donc en fait, sois toi-même et pose-toi la question de, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de donner comme côté inspirant, quoi. Et c'est pas sur les réseaux que tu vas le trouver. C'est sur le terrain. Mets-moi les mains dans le cambouis du moteur, montre-moi comment tu trafiques le truc, tu auras les mains sales, tant pis, mais tu vas comprendre comment ça fonctionne. C'est pas sur les réseaux que tu vas comprendre. Donc ouais, les réseaux, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'attention avec les émotions que ça me renvoie, quoi. Dès que je sens que ça vient toucher un truc, non, je mets de côté. Tu conseillerais quoi à un coach sportif qui répète toujours les mêmes erreurs? Je lui dirais, en face, que errare humanum, perseverare diabolicum. L'erreur, elle est humaine, mais persévérer dans l'erreur, ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est diabolique. Pas de la bêtise. Ben, c'est une forme de bêtise, mais je pense que c'est plus une forme d'inconscience. Dans l'idée que l'erreur, elle a une vertu fondamentale. C'est que quand tu fais des erreurs, ton cerveau, il est capable de faire ce qu'on appelle un aller-retour entre mes acquis, mes apprentissages, et ce que je dois apprendre. Si tu ne fais pas d'erreur dans la vie, il n'y a pas cet aller-retour, hein, il y a vraiment un aller-retour neuronal entre « Ok, j'ai des acquis, j'ai des certitudes, j'ai des croyances, bam, je fais une erreur », il y a un aller-retour neurochimique qui se fait et qui dit « Ok, là, voilà ce que j'ai besoin d'apprendre. Il faut que j'apprenne à penser différemment, à changer d'état d'esprit, peut-être à parler différemment, à gérer mes émotions. » Bref, il y a tout un tas d'apprentissages dans la vie que je trouve tous intéressants de faire. Maintenant, si tu continues à faire les mêmes erreurs, il n'y a pas l'aller-retour. Donc ça veut dire que, logiquement, tu as conscience que tu fais une erreur. S'il te le dit, ou en tout cas, on te le montre, on te le dit, il faut être capable aussi d'écouter ce que les autres te disent autour de toi. En tant qu'entrepreneur, en tant que coach sportif, bah, le feedback des autres, il est fondamental, quoi. Moi, tu me dis demain, Alex, je pense que tu es en train de faire une erreur et que tu la répètes, je vais peut-être me dire, ah ouais, attends, alors du coup, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que je suis en train de faire qui n'est pas adapté? Et toute la loi de j'ai fait des erreurs, je les répète, c'est d'être capable de basculer dans l'avant du cerveau, c'est-à-dire le cerveau adaptatif, et d'arrêter tous les automatismes. Donc pour ça, il y a une technique qui est face aux erreurs, c'est stop. Se taire et observer patiemment. Stop. Arrête, pose tout, stop.
tu es en train de régler une machine, n'importe quoi. Tu es en train de faire la même erreur depuis la formation, tu fais la même erreur. Stop, ta gueule, observe patiemment. Ok, qu'est-ce que je peux faire différemment, d'où ça vient. Et comme on n'est pas dans ce stop en permanence, on est toujours dans l'activation des mêmes erreurs parce qu'on n'apprend pas à faire ok, stop. Je me pose avec moi-même ou avec les autres, c'est quoi, dis-moi, c'est quoi, qu'est-ce que je fais de mal? Ah ok, bam, aller-retour, et je me réadapte. Donc ouais, c'est une question vraiment de... Pour le coup, moi j'aime bien cette idée de stop, se taire, observer patiemment. Alex, merci beaucoup pour ce podcast. Merci de tous les conseils que tu as pu donner, les anecdotes, et puis vraiment c'était encore une fois une source d'apprentissage incroyable. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec toi et de voir que toi tu grandis à fond aussi. Oui, ouais, c'est top. Oui. Merci à toi parce que j'ai grandi aussi grâce à tes conseils que tu m'as donnés pendant que je te coachais. J'ai tout retenu. Il y a beaucoup de choses qui m'ont servi. Tant mieux, cool. Et tu étais formateur chez Move It Academy justement parce que moi, ça m'avait apporté beaucoup de choses et je voulais que ces choses que tu m'avais apportées aussi, que tu puisses le transmettre aux élèves, ce que tu as fait, ce que tu continueras certainement à faire dans l'avenir et ce que tu vas continuer à faire à travers ce podcast. Donc, en tout cas, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Super moment. On espère te revoir assez vite sur ce podcast. C'est cool. Ciao mec. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez retrouver différents épisodes avec plein d'autres intervenants et vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, donc Move It Academy, Move It Attitude et Move It Coaching.